C'est donc ici au London Stock Exchange, au cœur de la capitale du Royaume-Uni, que la BRVM a choisi d'organiser ce mardi 28 avril la deuxième édition des BRVM Investment Days. Une rencontre de haut niveau organisée en partenariat avec la Bourse de Londres et la banque marocaine BMCE Group. En présence de nombreuses personnalités du monde de la finance et des affaires, ainsi que de Madame Kaba, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire. La BRVM, qui compte actuellement 39 sociétés cotées, a doublé sa capitalisation en 3 ans pour atteindre 13,3 milliards de dollars fin 2014. L'occasion de présenter aux investisseurs mondiaux présents à Londres les opportunités de placement dans cette bourse commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons été ravis de saisir cette opportunité pour inviter nos clients, les investisseurs, les banques, les courtiers, les conseillers, pour leur donner une opportunité de connaître ce nouveau monde qui est en forte croissance et qui est en train d'attirer l'intérêt d'investisseurs globaux. Il y a pas mal déjà de fonds internationaux basés à Londres qui investissent à la BRVM. Donc nous avons saisi cette occasion pour réchauffer nos relations. Mais nous avons de nouveaux fonds qui nous ont approchés, qui ont cherché à savoir un peu plus sur l'évolution de la BRVM. Et nous avons pris quelques adresses. Les courtiers, les sociétés de gestion d'intermédiation de notre marché vont sans doute se rapprocher de ces fonds-là et leur expliquer un peu le processus d'investissement et nouer, je l'espère, des relations d'affaires qui permettraient de dynamiser le volume de transactions au niveau de la BRVM. Une journée pour séduire et convaincre, déclinée autour de 3 séminaires de travail et de réflexion. Partant des défis du secteur bancaire et financier, pour l'accélération de la croissance des économies africaines, les participants ont ensuite abordé le rôle de l'innovation et des télécommunications comme facteur du développement ainsi que l'émergence d'une classe moyenne africaine et son impact sur la croissance du secteur de la grande distribution. Pour enfin terminer par une table ronde sur l'articulation des dettes souveraines et privées face aux enjeux du financement des infrastructures en Afrique. Bref, des échanges pertinents et pragmatiques pour aboutir à des conclusions quasi unanimes sur la nécessité, voire même l'urgence d'assouplir et harmoniser le cadre réglementaire et fiscal afin de mieux mobiliser l'épargne publique et privée à travers le marché des capitaux. Le rendement élevé en Afrique est basé sur l'opportunité qu'il y a en Afrique. Nous sommes un continent en développement, il y a énormément de choses à faire. Donc évidemment, il y a beaucoup d'opportunités. Et cette opportunité-là, les rendements sont liés à cette opportunité. Les risques sont de plus en plus, sont de moins en moins importants. On l'a vu, aujourd'hui nos États, la majorité des États sont notés. On a aussi des agences de notation financière continentales qui font des analyses de risques sectoriels, de risques pays. Aujourd'hui, on a les investisseurs ont tous les outils pour avoir une meilleure perception du risque qu'ils avaient avant. Quand vous êtes dans un environnement, vous êtes attentif aux signaux que vous envoie l'environnement. Et un des signaux que nous envoie l'environnement de cette région-là de l'Afrique, c'est que le marché est mûr pour que des entreprises comme les nôtres fassent appel à l'épargne publique, fassent appel à des investisseurs privés parce qu'il y a un appétit. Et dans nos métiers qui sont des métiers de distribution, moi je suis en charge de la distribution de Total en Afrique, l'investisseur c'est le client. Et se dire qu'une partie de la richesse qui est créée par le client, on la partage avec le client devenu investisseur ou l'investisseur devenu client, on est dans notre cœur de métier, on est au cœur de ce que nous sommes, c'est-à-dire un acteur profondément ancré sur le continent africain. La bourse, c'est l'alternative pour tout travailleur de pouvoir épargner et investir. C'est pour cela que très tôt, dans les années 76, quand elle a vu le jour, la SODECI a introduit donc, sa société en bourse et qui va donner en 1985 la création d'un fonds commun de placement d'entreprise pour la première fois dans la zone UEMOA. Et c'est ce modèle donc, de fonds commun de placement réussi chez SODECI qui sera dupliqué dans le cadre des programmes de privatisation que nous avons connus en 1990 avec la création du fonds commun de placement de CIE, puis dans le cadre de la régionalisation qui a donné naissance aujourd'hui à
44 fonds communs de placement qui font la fierté de notre bourse régionale. Mission accomplie donc pour la BRVM qui depuis 17 ans poursuit sa route. Désormais, elle compte jouer de plus en plus un rôle majeur de soutien à la croissance économique de la zone UEMOA. Depuis que nous sommes, je dirais, sur les indices MSCI et S&P, il y a de plus en plus d'investisseurs internationaux qui n'avaient pas de repères avant par rapport à nos marchés, qui s'intéressent à nos marchés parce qu'ils comparent un peu nos performances par rapport à des marchés frontières, à des marchés émergents et évidemment regardent les valeurs les plus performantes chez nous. Et ça, nous le sentons dans les volumes de transactions. Il y a quelques années, nous étions à peine à $1 million de transactions par jour. Aujourd'hui, en moyenne, nous sommes à $2 millions de transactions, donc quasiment 1 milliard de valeur de transactions à la BRVM tous les jours. Après les succès de Paris et Londres, la BRVM organisera cette année ses prochains Investment Days en septembre à New York et en décembre à Abu Dhabi. Nous avons lancé en 2014 un eurobond de 750 millions de dollars. Nous avons lancé conclu avec succès. Avec grand succès, puisque les soumissions ont été plus de 8 fois notre intention ou alors notre levée finale. Également, en 2015, nous avons fait un deuxième eurobond de 1 milliard de dollars qui a été souscrit à 4 fois la valeur de l'opération. Donc, dire que la Côte d'Ivoire est cotée auprès des investisseurs, c'est bien sûr la reconnaissance un peu du potentiel de notre économie et aussi du travail excellent que l'équipe du président Ouattara fait à la tête du pays. C'est vrai qu'en termes de perspective, nous sommes en train de faire d'autres opérations, mais pas d'eurobond pour le moment. Nous avons déjà fait 2 eurobonds. Nous sommes en train actuellement de regarder comment diversifier notre portefeuille pour lequel on vient de prendre 1 milliard 750 millions d'euros. Ce que nous voulons faire, c'est que nous avons lancé une opération de sukuk, mais en francs CFA, qui consistera à mobiliser du financement international, mais dans notre monnaie locale. Donc tout cela rentre dans le cadre du financement du budget et complètement budgétisé et compatible donc avec les travaux que nous faisons avec nos partenaires financiers. Alors parlons maintenant pour la dernière partie du rôle que vous envisagez de faire jouer la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières, pour justement financer les PME-PMI. Parce que là, par exemple, on n'a pas besoin effectivement de lancer un grand eurobond, d'aller prendre des milliards sur les marchés internationaux. On peut mobiliser non seulement l'épargne locale, mais aussi les fonds d'investissement à travers cet outil qui est la Bourse régionale. Donc, quelle est votre vision en Côte d'Ivoire? Comme je l'ai dit tantôt, nous voulons que notre bourse régionale soit une bourse au service non seulement de l'État, mais également au service des entreprises. Sauf que depuis sa création, la BRVM a su accompagner les grandes entreprises. Elle a su mobiliser des financements pour les grandes entreprises avec une très forte augmentation de la capitalisation boursière, même si le nombre d'entreprises cotées n'a pas fortement grandi. Et lorsqu'on regarde un peu la difficulté, on se rend compte que cela est peut-être lié aux conditions d'accès. Alors même que nous avons une économie qui croît, une économie à fort potentiel, une économie qui aussi améliore son environnement des affaires et suscite la création de PME prometteuses, la bourse de cette économie n'est pas à même, sur le plan réglementaire, de mobiliser du financement pour les PME locales. Nous pensons que ce n'est pas normal. C'est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable aussi pour les 8 États de la Côte d'Ivoire, dont les PME n'ont pas accès au financement pour les 8 États de l'UEMOA, et dont les PME n'ont pas accès aux ressources que la bourse veut lever. Donc c'est cela que nous incitons et nous encourageons la bourse à dépasser, régler de la façon la plus idoine ces difficultés,
Mais elle va créer un deuxième compartiment, justement, un second marché pour la PME-PMI. Ça fait un certain temps qu'on y réfléchit, mais ça traîne. Vous trouvez que ça traîne, ça prend trop de temps, c'est ça? Non, nous pensons qu'elle a raison de prendre son temps. Elle a déjà deux compartiments et elle veut créer un troisième compartiment. Sauf qu'en s'inspirant un peu de l'expérience d'autres pays du continent ou d'autres zones qui ont essayé de créer des compartiments dédiés, nous nous sommes rendus compte que cela n'est pas toujours couronné de succès. Donc il faut regarder dans les conditions d'accès, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche l'entrée d'un PME, sans faire aussi prendre des risques démesurés aux investisseurs. Parce que l'objectif en général des différents garde-fous que l'on met, c'est que les actionnaires, la population qui fait confiance et qui vient investir dans ces PME ne se retrouve pas à bout de compte à perdre son capital. Donc c'est pour ça que la réflexion prend du temps. Quelle est la meilleure façon de faire pour mobiliser l'épargne tout en sécurisant les épargnants et en permettant le financement? Donc c'est ce mélange, la bonne formule que nous sommes en train de chercher. Je pense qu'avec les sorties comme celles que nous faisons, avec les différentes rencontres qu'ils ont avec des bourses homologues, nous allons dans les meilleurs délais proposer à nos États des dispositions particulières à prendre qui devront pouvoir satisfaire les attentes de toutes les parties. Alors dernière question, on est ici à Londres, importante place financière, on l'a dit. Importante place financière à double titre, peut-être pour la Côte d'Ivoire aussi, parce que vous êtes là pour venir rencontrer aussi des investisseurs potentiels, mais aussi c'est ici que se vend, se négocie le café et le cacao, qui sont une des ressources principales de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela ne fait pas un peu, je veux dire, on ne pourrait pas rêver qu'un jour le café et le cacao se négocient à la BRVM plutôt qu'à Londres? À ça, je pense que le défi est dans le camp de la BRVM. La Côte d'Ivoire serait heureuse d'offrir une place suffisamment équipée, suffisamment compétitive, suffisamment fréquentée aussi, profonde, pour que nos matières premières se négocient sur cette place. Vous savez que nous sommes un pays à économie très diversifiée. Nous faisons du café et du cacao, c'est mondial, mais nous faisons d'autres produits qui peuvent également se négocier. La Côte d'Ivoire fait de la noix de cajou. Nous sommes le deuxième pays producteur et nous espérons que dans 1 ou 2 ans, nous serons le premier producteur mondial de cajou. C'est une spéculation assez importante en termes de consommation. Nous faisons du palmier à huile, du caoutchouc, du coton, bien d'autres spéculations et nous pensons qu'à ce titre-là, la BRVM devrait se développer, se structurer pour prendre en charge l'ensemble des spéculations que nous avons. Mais avec des initiatives comme celles que nous voyons, on a bon espoir que ça viendra un jour. Nous sommes une agence qui a pour vocation d'accompagner l'ensemble des États de notre union monétaire, donc l'Union monétaire ouest-africaine, qui comprend 8 États, comme je vous l'ai dit, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Exactement. Qui sont les 8 États qui constituent cette union monétaire. Et elles ont senti le besoin d'avoir à côté d'elles une agence afin de coordonner leur action quand vient le moment de faire des opérations sur les marchés financiers et d'avoir une expertise qui leur est acquise pour pouvoir les accompagner d'une manière un peu plus systématique et plus professionnelle par des professionnels des marchés financiers, donc sur toutes les opérations de financement qu'ils ont à faire relativement au marché financier. Alors vous existez depuis mars 2013, opérationnel depuis septembre 2013, ça fait pas beaucoup, à peu près bientôt 2 ans. En 2 ans, justement, on a vu que beaucoup d'États africains, notamment des États donc, de votre zone d'opération, ont fait de levées de fonds, mais notamment des eurobonds sont partis prendre sur le marché international. Mais est-ce qu'ils travaillent aussi sur le marché local et vous les accompagnez pour ça? Absolument, absolument. Et c'est peut-être même, je devrais dire, notre principale raison d'être aujourd'hui, avoir un marché local fort. Il est vrai que 2 pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont fait des opérations qui ont été couronnées de succès sur le marché international, notamment l'émission de 2 eurobonds l'année dernière pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette année, la Côte d'Ivoire y est déjà retournée. Le Sénégal, on attend de voir.
Mais au-delà de ça, elles sont tous les jours que Dieu fait, elles sont présentes sur notre marché local. Pour vous donner un peu une idée, l'ensemble des pays de l'UEMOA ont levé en 2014 2500 milliards sur notre marché local. Et quand on parle de cette année 2015, on parle aussi de 2300 milliards sur le marché local, qui sont séparés. Comme vous le savez, notre marché local est divisé en deux compartiments. Un compartiment qui est un compartiment souverain, qui est réservé uniquement aux États, qui viennent émettre par un système qui est dit par adjudication. Donc c'est le marché qui décide du prix au meilleur offrant. Et un marché par syndication, qui est lui en lien direct avec la bourse, sur des titres qui vont être cotés par la suite, où les États vont être présents cette année pour à peu près 400 milliards. Alors, expliquez-nous justement dans le cadre de ce travail que vous faites, comme vous l'avez dit, avec ces deux marchés, où sont les synergies et la collaboration avec la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Tout à fait. Alors, quand on parle de marché par syndication, ça veut dire que ça se passe par la BRVM. C'est un cadre qui est très régulier, qui est le cadre de l'appel public à l'épargne. Donc, les émissions, les titres qui sont émis répondent à certaines caractéristiques et, comme je vous le disais, qui sont normalisés. Et à partir de ce moment-là, le titre est émis et très souvent, il est coté au niveau de la BRVM. Donc, vraiment, il y a une synergie. Ce sont des opérations de financement auxquelles on ne pourrait pas avoir accès en tant qu'émetteur souverain si la BRVM n'était pas là, puisque c'est elle-même le moteur qui syndique et qui génère toute cette activité-là. Donc vraiment, on peut dire que dans le cadre de notre collaboration avec la BRVM, tous les ans, on est entre 400 et 600 milliards, dépendant des années, dépendant des besoins des États, d'opérations, de financement de nos États, qui ne pourraient pas se faire si la BRVM n'était pas là. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons sur une base journalière avec la BRVM d'Abidjan. Le CREPMF en fait donc est le régulateur donc des marchés financiers, donc celui de la zone UEMOA, et donc nous couvrons les 8 pays et donc nous régulons toute l'activité financière sur les marchés des capitaux des 8 pays. Le CREPMF a pour mission dans un premier axe celui donc de contrôler, surveiller, agréer, n'est-ce pas, tous les intervenants qui souhaitent donc participer aux activités de marché. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment principalement l'activité donc du CREPMF. Dans les discussions qui ont lieu donc depuis ce matin lors de cette conférence qui se tient ici à Londres, beaucoup de gens insistaient sur la nécessité d'améliorer la régulation et aussi l'harmonisation au niveau de ces pays. Bon, c'est déjà, les pays de l'UEMOA partagent la même monnaie, ils ont une seule banque centrale aussi, mais comment pourrait-on aller plus loin dans cette harmonisation et dans cette régulation? Quels sont aujourd'hui les obstacles à cette harmonisation? Comme vous savez, nous partageons donc un espace communautaire donc avec 8 pays et la régulation repose principalement donc sur 2 cadres. D'accord? Le premier cadre qui est le cadre législatif et ensuite on a un cadre réglementaire. Mais le cadre législatif, comme vous savez, chaque État est souverain, donc à son propre cadre législatif. Okay? Et donc il fallait donc, dans la création du marché financier, avoir un cadre législatif harmonisé dans un premier temps, sur lequel on construit donc un cadre réglementaire qui permet justement aux acteurs de pouvoir bénéficier donc en termes d'équité, donc des mêmes avantages, des mêmes conditions d'activité. C'est vrai que notre marché financier a été donc mis en place par les autorités de l'Union avec une impulsion très forte donc des institutions internationales. Et donc en matière de régulation communautaire, quand on a une approche, comme on dit en général en anglais, top-down, donc qui est impulsée du haut vers le bas, d'accord, ça crée toujours donc des problématiques d'harmonisation des législations locales. Sur d'autres marchés, c'est beaucoup plus l'approche bottom-up, donc qui permet en fait donc dès le départ de prendre en compte les spécificités de chaque pays en termes donc de législation et donc harmoniser ces législations et arriver donc à une réglementation qui permet donc de pouvoir je dirais contrôler, surveiller les activités donc de toute la communauté. Alors donc ça a été à mon point de vue
un des problèmes, d'accord, qui a conduit aujourd'hui à un déséquilibre, d'accord, n'est-ce pas, au niveau donc de la réglementation. Alors, c'est vrai que tantôt, quand vous échangez avec certains acteurs du marché, on vous dit oui, le cadre par exemple fiscal n'est pas harmonisé, parce que le cadre fiscal est législatif. Voilà, donc c'est-à-dire souveraineté de chaque État. Souveraineté de chaque État. Donc, quand nous prenons des textes ou quand nous menons des réformes communautaires, nous menons ces réformes au plan réglementaire et ces réformes ont un impact sur le cadre législatif. Donc, il faut ensuite faire le tour, n'est-ce pas, au niveau de chaque État pour s'assurer que chaque État a transposé dans ses lois locales, n'est-ce pas, donc ces dispositions réglementaires. Donc, ce qui n'est pas très évident. Et vous savez que notre marché régional est la première expérience au monde. Oui. Et donc, nous expérimentons aujourd'hui un peu donc ces difficultés d'harmonisation, n'est-ce pas, du cadre législatif. Heureusement que nous avons aujourd'hui une institution qui est la commission de l'UMOA, qui est chargée justement donc de mener toutes les réformes communautaires. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, un rapprochement donc, de la commission de l'UMOA avec donc, les différents régulateurs communautaires, en termes donc, d'opérationnalité, de fonctionnement, permettrait d'améliorer le processus, n'est-ce pas, donc, d'harmonisation du cadre législatif et réglementaire. Donc la difficulté aujourd'hui que je pense que notre zone rencontre, c'est déjà donc, une mise à niveau des institutions communautaires en termes donc, de gestion, n'est-ce pas, donc des réformes législatives et réglementaires. Et ensuite, donc, on aura donc une seconde phase qui consisterait beaucoup plus à prendre en compte les spécificités de chaque pays, n'est-ce pas, pour pouvoir donc dire, ok, aujourd'hui, une directive, par exemple, qui est prise par la commission de l'UMOA, prendra en compte chaque spécificité de chaque pays, de sorte à ce que quand les textes sortent, que chaque pays soit en même de pouvoir donc légiférer plus facilement, donc transposer plus facilement donc ces nouvelles règles qui seront donc édictées par cette directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'Afrique est forte, plus l'ensemble des pays africains en profitent. Et nous avons une stratégie très clairement panafricaine. Et donc tout ce qui peut renforcer des places financières africaines renforce notre groupe. Donc nous sommes très favorables à ce que la BRVM devienne une des places majeures des transactions boursières en Afrique. Alors vous, c'est la BMCE, comme on l'a dit, associée bien sûr à Bank of Africa, qui est maintenant devenue une filière de la BMCE à 100% ou à combien de pourcentage? 72. À 72%, mais ce qui permet carrément une fusion du nom pour avoir encore plus cette marque panafricaine? Écoutez, on a un président qui est un Africain dans l'âme, depuis toujours, M. Othman Benjeloun. Et M. Othman Benjeloun a souhaité que la vocation continentale du groupe BMCE se traduise également dans son nom. Et donc, comme la marque BMCE est une marque qui est très reconnue, il y a associé Bank of Africa de façon à ce que la vocation africaine et continentale du groupe soit encore plus affirmée. Ça veut dire que quoi? Sur toutes les banques, toutes les agences qui étaient BMCE et celle qui était Bank of Africa, il n'y aura plus qu'une seule enseigne, BMCE, Bank of Africa. Les choses vont se faire progressivement parce qu'un changement de nom, c'est quelque chose qui est à faire dans le temps. Il se trouve que nous avons un certain nombre d'implantations où ça va être déjà le cas dès cette année, mais ça va se faire progressivement sur 2-3 ans. Ok, alors revenons à votre intérêt pour la BRVM. On l'a entendu dans les discours, on dit que la BRVM fait un travail assez remarquable, un travail en croissance, mais tout de même, la taille est quand même assez limitée sur le marché de l'UMOA. Et puis surtout, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une bourse, bien sûr, à Abidjan, mais il y a aussi une bourse au Ghana, il y a une bourse au Nigeria, qui est le mastodonte, si vous voulez, de l'Afrique de l'Ouest, au sein de la CEDEAO. Est-ce que cette multiplication des bourses comme ça, régionales, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est intéressant, c'est efficient pour vous, ou vaudrait mieux une fusion et avoir une seule place financière? Écoutez, très clairement, moins il y a de places financières, mieux c'est pour tout le monde. Pour une raison simple. D'abord, il y a plusieurs monnaies en Afrique.
Il se trouve que l'UEMOA, c'est une seule monnaie, donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Mais dès lors qu'on multiplie les bourses, ça veut dire que le nombre de transactions par bourse est faible. Et donc la rentabilité des opérations, on ne s'y retrouve pas. Et en plus, on est dans des marchés financiers qui sont de plus en plus globaux. Un marché global, ça veut dire que sur l'ordinateur, sur l'écran de chaque trader, il y a un certain nombre de valeurs. Si vous avez une place financière qui est forte, elle passe des accords pour que l'ensemble des valeurs qui sont cotées puissent apparaître sur les écrans. Quand vous avez une multiplicité de bourses, ça n'est pas possible, parce que les traders ne peuvent pas commercer avec plusieurs places. Donc ils choisissent les places avec qui ils font des transactions. Donc tout ce qui renforce une place financière en Afrique est un élément majeur. Donc moi je suis résolument pour une intégration de plus en plus forte des places boursières africaines. Et quelle est selon vous la première plus-value de la BRVM ? Écoutez, d'abord, je pense que la BRVM, c'est deux plus-values majeures. La première, c'est d'être sur une zone monétaire commune. C'est un exemple unique dans le monde. Unique, cette intégration. C'est une bourse unique dans une zone monétaire unifiée. C'est extrêmement important. La BRVM s'adresse à plusieurs pays qui sont dans une logique de croissance très forte. Quand on regarde les taux de croissance de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, même du Mali cette année qui va être au-dessus de 5%, je pense qu'on est dans une logique très attractive pour des investisseurs. Et donc la BRVM, rayonnant sur plusieurs pays, avec une seule monnaie, une seule place boursière, c'est un élément majeur pour attirer des investisseurs. Alors parmi les lacunes, ou en tout cas je dirais les obstacles au développement et à la croissance de la BRVM, on a notamment pointé du doigt la question de l'harmonisation, des obstacles un petit peu au niveau de la régulation, et aussi certains ont pointé aussi du doigt, je dirais, tout en étant indulgent peut-être, la paresse aussi des intermédiaires financiers qui s'investissent pas. Selon vous, c'est quoi le problème majeur pour pouvoir vraiment booster cette place financière ? Écoutez, je pense que une place financière prend son envol quand l'économie prend son envol. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait très vite. Même quand les taux de croissance sont très élevés, on reste malgré tout dans des tailles d'entreprises qui restent assez modestes. Et donc la croissance économique va augmenter la taille des entreprises qui les rendra de plus en plus éligibles à aller en bourse. Et je pense que c'est ça le chemin qu'il faut qu'on arrive à poursuivre, mais il faut que nos champions africains puissent trouver une place financière ou deux places financières sur lesquelles ils peuvent être cotés et ils peuvent être sur les écrans de tous les traders au niveau mondial. C'est ça la globalisation. Et je pense que l'obstacle, si on parle d'obstacle, l'obstacle majeur, c'est une croissance économique encore plus forte et surtout des champions africains qui commencent à s'imposer comme étant des champions. Alors, dernier volet, vous parlez de champions africains et vous parlez aussi de deux ou plusieurs cotations. Donc, je vais vous parler d'un pays qui est le vôtre, le pays de la BMCE, le Maroc. Vous êtes un des acteurs majeurs au niveau financier du Maroc et même, on l'a dit, dans 17 pays en Afrique subsaharienne. Donc, vous êtes aussi un acteur financier panafricain très important. Mais au Maroc, il y a la bourse de Casablanca, avec même le concept, si on peut dire, du CFC, Casablanca Final City, qui se développe de plus en plus et qui veut même avoir ce statut de hub pour le financement à la fois de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et peut-être même plus tard de l'Afrique centrale. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas concurrence entre la BRVM et ce que veut faire le CFC ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une grande complémentarité parce que aucune des entreprises africaines aujourd'hui, ou peu d'entreprises africaines, peuvent prétendre aujourd'hui à devenir un champion mondial. Or, devenir un champion mondial, c'est à la fois une croissance de l'entreprise elle-même, mais sa visibilité également. Et je pense qu'on n'échappera pas à un système de double cotation entre une bourse peut-être qui est un peu plus mature, qui est celle de Casablanca, avec un statut de CFC qui veut se coller aux statuts internationaux, d'où les accords qu'ils ont passés avec le London Stock Exchange, avec la place de Paris, etc. Et moi, je vois bien, à terme, des entreprises très importantes qui sont cotées à la fois à la BRVM
et à la Bourse de Casablanca. Je pense que c'est la voie de la sagesse et de l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Agoumi. Je rappelle que vous êtes le directeur général en charge de l'international de la BMCE Bank. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci.